Mon nom est Mr. Elbrook et j'enseigne depuis plus de 15 ans. 15 longues années passées à observer, à comprendre, à essayer de suivre le rythme effréné des enfants. Ces êtres imprévisibles, parfois cruels, souvent merveilleux. J'ai toujours cru qu'aucune génération ne pouvait encore me surprendre, jusqu'à ce que j'arrive ici. L'automne dernier, j'ai quitté la grande ville pour un petit district du Nord, un endroit où la brume semble ne jamais se dissiper et où les forêts s'étendent comme des murs de silence. Le matin, quand je traversais le parking de l'école, mes pas résonnaient sur l'asphalte humide et l'air sentait la terre froide, la pluie et la rouille. Le bâtiment lui-même, un vieux bloc de briques rouges rongé par les années, semblait avalé par la nature. Et à l'intérieur, derrière les vitres embuées, m'attendaient mes nouveaux élèves. Dès les premiers jours, j'ai compris que quelque chose chez eux n'allait pas tout à fait. Ils n'étaient pas mal élevés, non, ni méchants, ni insolents, simplement différents. Ils riaient, ils couraient, ils se chamaillaient, comme tous les enfants. Mais parfois, au milieu d'un éclat de rire, tout se figeait. Un silence épais tombait sur la cour, un silence qui n'avait rien d'un simple moment d'attention. C'était un silence lourd, presque religieux. Et puis soudain, tout reprenait, comme si le rien n'était. La première fois que j'ai vu leur jeu, j'ai cru qu'il s'agissait d'une version locale du chat perché ou du 1, 2, 3 soleil. Une dizaine d'entre eux formaient un cercle autour d'un camarade, marchant lentement, d'un pas mesuré, en murmurant quelque chose. Je m'approchais. Leur voix ne suivait aucune comptine connue. C'était une suite de prénoms, scandés d'un ton grave, presque hypnotique. Au centre, l'enfant désigné restait immobile, le regard fixé sur le sol, tandis que les autres l'entouraient comme une meute disciplinée. De temps à autre, il tentait d'attirer les autres dans une sorte de piège verbal, il les provoquait, essayait de leur faire dire leur propre prénom, et dès qu'un d'eux cédait, les rôles s'inversaient. Je me souviens d'avoir pensé qu'ils sont imaginatifs. Mais ce qui me troubla, c'était le sérieux avec lequel ils jouaient. Pas de rire, pas de cris d'enfants, seulement des pas réguliers, des chuchotements et ce sentiment que pour eux, chaque partie comptait plus que tout. Quand la cloche sonnait, ils s'arrêtaient net, comme libérés d'un sortilège. Et celui ou celle qui avait été désigné quittait le cercle, les épaules basses, les yeux humides, comme s'il venait d'être puni. Les premiers jours, j'ai essayé d'ignorer cette étrangeté. Les enfants inventent sans cesse des jeux, parfois cruels, parfois absurdes. Je me disais que cela passerait, comme toutes les modes de cours d'école. Pourtant, quelque chose me dérangeait profondément. Leur regard quand ils jouaient, la manière dont ils semblaient priants, comme si le jeu ne leur appartenait pas vraiment. Un après-midi, alors que je corrigeais quelques devoirs dans la salle des professeurs, j'entendis des voix derrière la fenêtre entr'ouverte. « Viens, c'est ton tour !»« Non, pas moi, pas encore !» Un ton paniqué, une supplication à peine retenue. Je me levai aussitôt. Sur la cour, je vis un petit groupe d'enfants former le cercle. Le garçon au centre avait le visage blême, ses mains tremblaient. Je reconnus Noah, un des plus discrets de ma classe. Noah était un garçon sensible, réservé. Sa mère venait souvent me voir à la sortie, fatiguée, les yeux cernés. Elle travaillait la nuit dans une supérette du quartier. Son père, lui, apparaissait et disparaissait de leur vie comme une ombre. J'avais pris Noah sous mon aile, tentant de le faire sourire, de lui redonner confiance. Mais ce jour-là, sur la cour, il n'avait plus rien d'un enfant. Il semblait vidé, creusé de l'intérieur. Je descendis les marches, décidé à intervenir. Le cercle se brisa à peine j'approchais et les enfants se dispersèrent sans un mot, comme surpris en pleine faute. Noah restait immobile, les bras serrés contre lui. Quand je posai une main sur son épaule, il tressaillit violemment. « Tout va bien, Noah ?» Il hocha la tête sans me regarder. « C'était juste un jeu, monsieur. Un jeu qui ne te plaît pas beaucoup, on dirait. C'est comme ça, ce sont des règles. » Je voulus insister, mais il se détourna déjà, s'éloignant vers la salle de classe. Ce soir-là, je rentrais chez moi avec un malaise que je ne parvins pas à chasser.
Ces mots surtout, ce sont les règles. Comme si une loi ancienne et silencieuse régissait leurs gestes, leurs peurs, leurs secrets. Le lendemain matin, pendant le cours de lecture, je surpris plusieurs élèves qui se chuchotaient quelque chose en me jetant des coups d'œil furtifs. Je m'interrompis. « Tout va bien les enfants ?» Ils sursautèrent, puis éclatèrent de petits rires nerveux. Une voix au fond lança « Dites-nous votre prénom, monsieur !» Les autres se mirent à répéter encore, mi-amusés, mi-inquiets. « Allez, juste une fois, votre prénom !» Je souris poliment, tentant de garder mon ton léger. « Je m'appelle Mr. Elbrook et ça suffit amplement. »« Mais votre vrai prénom ?» insista une petite fille. « On veut juste savoir. »« Non, non, répondis-je calmement. À l'école, je suis Mr. Elbrook. C'est la règle. » Ils rirent encore un peu, puis se turent. Mais ce silence, cette façon qu'ils avaient de m'observer, avec une attention presque inquiétante, resta suspendu dans l'air jusqu'à la sonnerie. Je n'y voyais qu'une curiosité d'enfant. Pourtant, au fond de moi, quelque chose murmurait déjà « Ne leur dis jamais ton nom ». La semaine suivante, le ciel resta d'un gris monotone, épais comme du plomb. Les enfants étaient nerveux, excités, comme si quelque chose d'invisible frémissait autour d'eux. Je sentais l'agitation grandir, ce bruissement particulier qui précède toujours un incident. Et il arriva un mardi. Ce jour-là, la pluie avait cessé juste avant la récréation. L'air était saturé d'humidité et la cour, encore luisante, reflétait le ciel. J'étais resté près de la fenêtre, observant distraitement les groupes d'enfants courir dans la boue. Puis je les vis, eux. Le cercle s'était reformé. Toujours ce même rituel, 10, 12 élèves marchant lentement autour d'un camarade choisi. Et au centre, une silhouette que je reconnus aussitôt, Noah. Quelque chose dans sa posture me glaça. Sa tête pendait, ses épaules tremblaient. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Les autres murmuraient autour de lui. Une litanie de prénoms, rythmée comme un souffle. C'était étrange. Le reste de la cour, d'habitude si bruyant, semblait soudain s'être tu. Le monde entier s'était rétréci autour de ce cercle. Je sortis sans réfléchir, mes pas résonnaient sur les flaques. Lorsque j'approchais, les enfants ne bougèrent pas. Pas un ne détourna les yeux. Leur visage était pâle, mais concentré, comme s'ils accomplissaient une tâche sacrée. Noah, lui, paraissait vidé. Son regard, lorsqu'il leva la tête vers moi, n'avait plus rien d'un regard d'enfant. C'était un gouffre. Je dis doucement « Noah, viens avec moi ». La ronde se brisa aussitôt. Certains détournèrent la tête, d'autres s'enfuirent vers le bâtiment sans un mot. Je restais seul avec lui, sous un ciel de plomb. Il me suivit jusqu'au banc au bord de la clôture, traînant les pieds. « Tu semblais bouleversé tout à l'heure », je dis calmement. « Ce jeu, il te fait peur, n'est-ce pas ?» Il haussait les épaules, sans me regarder. « C'est rien. »« Ce n'est pas rien. Si quelque chose te dérange, tu peux m'en parler. » Il resta silencieux un long moment, puis, dans un souffle, il murmura « C'est pas qu'il m'embête, monsieur, c'est les règles. » Je fronçai les sourcils. « Quelles règles ?» Il secoua la tête avec force, son visage se crispant. « On peut pas dire. » « Pourquoi ? Parce que si on dit, on joue. » Ces mots me glacèrent sans que je sache pourquoi. La logique enfantine, d'habitude si simple à comprendre, m'échappait cette fois. « Noah, tu peux me parler. Je ne suis pas un joueur de ton jeu. » Il leva enfin les yeux vers moi, ses pupilles dilatées, comme s'il fixait quelque chose derrière mon épaule. « Vous le saurez, si vous savez. » Ce soir-là, je restais longtemps à mon bureau, repensant à cette phrase. Elle tournait dans ma tête comme un écho sans fin. « Vous le saurez, si vous savez. » Je me sentais ridicule, troublé par un jeu d'enfant. Et pourtant, une part de moi sentait qu'il ne s'agissait plus d'un jeu. Le lendemain, j'essayais d'en apprendre davantage. Au moment du déjeuner, je lançai la conversation d'un ton détaché. « Alors, ce jeu du nom, pourquoi vous y tenez tant ?» Les rires et les discussions cessèrent net. On aurait dit que j'avais prononcé une malédiction. Tous les regards se baissèrent, un silence épais s'installa. Une petite voix finit par répondre au fond de la salle. « Parce que, si on le garde, il reste. » Un frisson me parcourut. Avant que je puisse demander de quoi elle parlait, plusieurs élèves l'affirent d'un chut paniqué. Je n'insistais pas. Mais toute l'après-midi, les mots résonnaient dans ma tête. « Si on le garde, il reste. » Quand la cloche sonna, je levai les yeux vers Noah. Il marchait plus lentement que les autres, traînant son sac.
Son visage était d'une pâleur mortuaire. Je savais qu'il portait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû porter. Cette nuit-là, j'eus du mal à trouver le sommeil. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Je repensais à leur cercle, à leur chant, à leur regard, et surtout à cette règle muette qui semblait les lier tous, ne jamais dire son nom. Je n'aurais jamais imaginé que quelques syllabes puissent un jour m'effrayer autant. Le lendemain, j'essayais de comprendre. Quand la récréation arriva, je m'approchai du groupe. Les enfants formaient encore leur cercle, comme s'ils savaient que je viendrais. Noah était au centre, les yeux rouges. Je m'avançais lentement, essayant de ne pas briser leur étrange rituel. « Et si je jouais moi aussi ?» je dis avec un sourire que je voulais rassurant. Le silence tomba d'un coup. Tous me fixèrent, sidérés. Une petite voix murmura horrifiée. « Les profs ne jouent pas !»« Pourquoi pas ?» répondis-je doucement. « J'aimerais comprendre. » Noah releva la tête. Son visage, soudain, s'éclaira d'un espoir fragile. « Vous pouvez, mais il faut dire votre nom, votre vrai nom !» Un murmure inquiet parcourut le cercle. Certains reculèrent, d'autres baissèrent les yeux. Je sentis une hésitation me traverser. 15 ans d'enseigner m'avaient appris à garder mes distances. Mon prénom, je ne l'avais jamais donné à mes élèves. C'était une barrière invisible, un rempart entre eux et moi. Mais à cet instant, Noah souriait. Pour la première fois depuis des semaines, il souriait vraiment. Je céda. Je me penchai vers lui et à voix basse, je murmurai « John ». John Elbrook. Le changement fut immédiat. Le cercle s'anima soudain. Les voix se mirent à chanter mon nom dans un rythme étrange, presque frénétique. Les enfants tournaient autour de moi, leurs visages figés, leurs yeux brillants. Noah, lui, éclata d'un rire libérateur, un rire de délivrance. Et dans ce rire, je compris. Je venais de prendre quelque chose à sa place. Quand la cloche retentit, les enfants s'enfuirent, légers, presque joyeux. Tous sauf Noah. Il resta un instant, me regardant avec un mélange de gratitude et de tristesse. « Merci, monsieur », murmura-t-il, avant de disparaître dans le couloir. Je restai seul dans la cour, le cœur battant. Un vent froid souffla, soulevant la poussière. Et pendant un bref instant, j'ai eu la sensation qu'une voix, quelque part, répétait mon nom. John Elbrook. Si vous ressentez ce frisson, cette peur qui s'insinue doucement sous votre peau, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube Nuit d'horreur. De nouvelles histoires comme celle-ci vous attendent chaque semaine, racontées avec cette même tension qui vous empêchera de dormir. L'aventure ne fait que commencer. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais leurs visages, les enfants, tournant autour de moi, leurs lèvres bougeant en silence, leurs regards brûlants fixés sur le centre du cercle. Et ce chant, mon nom scandé encore et encore, jusqu'à se transformer en murmure indistant. J'aurais juré l'entendre encore bien après m'être couché. John Elbrook, John Elbrook. Comme si l'écho s'était glissé dans les murs. Je me persuadais que ce n'était rien, juste la fatigue. L'influence de leur imagination d'enfant sur la mienne. Mais, le lendemain matin, en entrant dans ma classe, je sentis immédiatement quelque chose d'étrange. L'air y était plus froid, plus lourd. Sur mon bureau, les copies que j'avais corrigées la veille étaient éparpillées, pourtant je me souvenais parfaitement les avoir rangées. Je les ramassais, mais mes doigts se figèrent. Sur la feuille du dessus, écrit d'une main tremblée, se trouvait mon nom. Encore et encore. Des dizaines de fois. John Elbrook. John Elbrook. John Elbrook. Je lâchai les papiers et reculai d'un pas. Aucun enfant n'aurait pu entrer ici pendant la nuit, pas sans que le gardien le remarque, et pourtant, l'encre était fraîche. Je restai là, immobile, à fixer ces lettres comme si elles allaient soudain s'animer. La sonnerie me tira de ma stupeur. Les élèves arrivèrent en courant, bruyants, rieurs, comme si de rien n'était. Mais je les voyais différemment, désormais. Chaque sourire, chaque regard échangé semblait dissimuler une conscience nouvelle, un secret partagé, dont j'étais désormais l'objet. Pendant le cours, j'avais du mal à me concentrer. Les mots me fuyaient, mes pensées se brouillaient.
Et à chaque fois que je levais la tête, j'en surprenais un ou une qui me fixait sans ciller. Quand je leur demandais s'ils avaient une question, ils baissaient aussitôt les yeux, reprenant leur crayon comme si rien ne s'était passé. Ce fut à la récréation que tout dérapa. Alors que je corrigeais quelques exercices, une voix, très faible, glissa dans mon oreille. Une voix si proche qu'elle semblait venir de l'intérieur même de mon crâne. John Elbrook. Je sursautai, regardai autour de moi. Personne. La salle était vide. Je me levai, fis le tour, ouvris la porte, scrutai le couloir. Rien. Et pourtant, le son persistait, comme un souffle entre deux murs. Un murmure calme, patient, répété, encore et encore. John Elbrook. Ce n'était pas un cri, ni une menace, c'était pire. Une présence familière, presque douce. Un murmure qui se glissait sous la peau, qui me rappelait, sans violence, mais sans relâche, que j'étais à lui, ou à ça. Les jours suivants furent un calvaire. Je ne dormais plus. Chaque nuit, le murmure revenait. Parfois dans le salon, parfois juste derrière la porte de ma chambre. Toujours le même ton, le même mot, le même nom. Mon nom. Mon nom, encore et encore. Je l'entendais jusque dans le ronronnement du réfrigérateur, dans le sifflement du vent entre les fenêtres, dans le craquement du parquet. Mon nom. Mon nom, encore et encore. Au bout d'une semaine, je n'étais plus qu'une épave. Mes yeux brûlaient, mes mains tremblaient. À l'école, je faisais des erreurs absurdes. J'oubliais des leçons, des consignes, parfois même où je me trouvais. Et chaque fois que je prononçais mon nom, à haute voix ou dans ma tête, j'avais l'impression que l'air autour de moi s'épaississait, que quelque chose approchait. Un matin, alors que j'écrivais au tableau, la craie se brisa dans ma main. Je me retournai et je vis leur visage. 20 regards braqués sur moi, silencieux, attentifs. Aucun ne souriait. Même Noah, d'habitude si tranquille, semblait nerveux. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Puis, un garçon murmura, presque imperceptiblement, « Il est sur vous, monsieur. » Les autres le fusillèrent de regard, terrifiés. Mais le mal était fait. Je savais. Je savais que Noah m'avait donné plus qu'un simple jeu. Ce que je portais, ce qui chuchotait mon nom chaque nuit, était réel. Le soir même, je trouvai un mot glissé sous mon cahier. L'écriture était tremblée, maladroite. Ne le garde pas trop longtemps, ça fait mal. Aucune signature. Mais je reconnus l'écriture de Noah. Je relus la phrase une dizaine de fois, incapable de comprendre ce qu'il voulait dire. Le garder. Je n'avais rien gardé, à part ce nom, mon nom. Celui que j'avais donné, celui qu'ils avaient répété, celui qui résonnait encore. Et c'est là que je compris. Le fardeau n'était pas le jeu, c'était le nom lui-même, le nom possédé, celui que j'avais prononcé volontairement, offrant ainsi la clé à quelque chose qui n'aurait jamais dû la connaître. Cette nuit-là, j'entendis le murmure plus fort que jamais. Il ne venait plus de la cuisine ni du salon, il venait de mon oreiller, juste à côté de mon oreille. Je sentis un souffle, froid et humide, et dans ce souffle, une phrase complète, distincte, comme si quelqu'un m'avait parlé à quelques centimètres du visage. « Tu es à moi, maintenant, John Elbrook. » Je me levai d'un bond, trempé de sueur. L'appartement était plongé dans le noir, mais je le sentais. Quelque chose était là.
tapis dans un coin, invisible. Et ce quelque chose savait mon nom. Les jours suivants se sont fondus les uns dans les autres, comme un long cauchemar éveillé. Je n'avais plus aucune notion du temps. Je ne dormais presque pas, ou alors par fragments, quelques minutes à peine, avant que le murmure ne vienne me chercher. Toujours le même, toujours patient, toujours doux, presque affectueux. John Elbrook. C'était plus une voix étrangère, c'était la mienne. Ou plutôt, quelque chose qui empruntait mes propres intonations, mes respirations, mes hésitations. Une imitation parfaite, mais creuse, comme si un miroir s'était mis à me parler. À l'école, tout se dégrada. Les enfants me regardaient avec une inquiétude grandissante. Ils savaient. Ils voyaient mes mains trembler, mes yeux rougis, ma manière de sursauter au moindre bruit. Je surprenais parfois des chuchotements entre eux. « Il ne tiendra pas. Il faut qu'il le passe. » Et toujours ces mots-là, le passé. Comme s'ils parlaient d'un fardeau, d'un objet ou d'une malédiction. Un matin, alors que j'appelais les noms à la présence, je sentis une tentation me traverser, glaciale, impérieuse. Et si je le faisais ? Si je demandais à l'un d'eux de me redire son nom complet, le jeu le reconnaîtrait et la chose changerait de cible. L'idée me terrifiait autant qu'elle me soulageait. Je serrais la liste d'appels entre mes doigts. Les noms défilaient. Carter, Yaz, Wang. Il aurait suffi que je m'arrête, que je force un élève à me dire son nom, que je libère ce poids. Mais je ne pus m'y résoudre. Car dans leurs yeux, je voyais la peur. Pas celle d'un enfant face à un adulte en colère. Une peur plus profonde, plus ancienne, une peur qu'ils connaissaient déjà, qu'ils avaient portée avant moi. Je compris alors qu'ils avaient tous été un jour ou l'autre à ma place et qu'ils m'avaient choisi pour continuer le cycle. Peut-être par instinct, peut-être par désespoir, peut-être simplement pour survivre. Je laissai échapper un soupir, lourd, épuisé. Je dis « Sortez jouer » d'une voix rauque. Ils se levèrent, soulagés, et quittèrent la salle. Le silence retomba aussitôt. Je restais seul face au tableau. Les craies étaient éparpillées, les feuilles froissées, mes mains couvertes de taches d'encre. Et dans le reflet de la vitre, je crus voir quelque chose bouger derrière moi. Je me retournai. Rien. Le tableau noir, vide. Mais le reflet bougea encore. Cette fois, j'en étais sûr. Je sentis la sueur couler le long de ma nuque. Puis, tout doucement, une ombre s'allongea dans l'angle de la salle, montant le long du mur comme une tache d'encre qui respire. Je fermai les yeux. Je me dis que je devenais fou, que le manque de sommeil me jouait des tours. Mais quand je les rouvris, elle était là. Elle se tenait au fond de la classe, entre les rangées de bureaux. Grande, trop grande. Ses épaules touchaient presque le plafond. Son corps était mince, brisé, tordu comme un insecte qu'on aurait forcé à marcher droit. Et son visage... Non, il n'y en avait pas. Juste une cavité noire, profonde, d'où semblait émaner un souffle humide, un chuintement comme une respiration étranglée. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit. Les battements de mon cœur couvraient tout. Je reculai lentement, les doigts crispés sur le bord du bureau. Et la chose bougea. Elle pencha la tête lentement dans ma direction, comme un chien curieux. Puis, du vide où aurait dû se trouver une bouche, une voix s'éleva. Ma voix. John Elbrook.
Je tombais à genoux. Le son n'était pas fort, mais il vibrait dans tout mon corps, comme si chaque syllabe frappait directement mon crâne. Je plaquais mes mains sur mes oreilles, mais la voix résonnait à l'intérieur. Elle ne voulait pas que je fuie, elle voulait que j'écoute. Alors je l'écoutais. Elle répétait sans cesse mon nom, mais chaque fois un peu plus lentement, un peu plus bas, comme si elle s'en nourrissait. Et à chaque répétition, je sentais quelque chose se détacher de moi. Ma mémoire, ma volonté, mon identité. Le nom me quittait. Et plus elle le prononçait, plus je sentais le vide se creuser en moi. Je ne sais pas combien de temps je restais là, à genoux, les yeux grands ouverts sur l'absence. Quand j'aurais pris conscience, la salle était vide. Les enfants étaient partis, le soleil se couchait déjà derrière les vitres. Mais je n'étais pas seul. Je le sentais encore. Ce souffle dans ma nuque, ce murmure tout près de mon oreille. John Elbrook. Toujours. Je m'enfuis. Je traversais les couloirs, manquant de tomber à plusieurs reprises. Les lumières clignotaient. À chaque reflet, je voyais son image derrière moi, mouvante, impossible à fixer. Je quittais l'école, pris ma voiture, roulais sans but précis, jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Mais où que j'aille, elle me suivait. Dans les phares des voitures, je voyais ses contours se dessiner. Dans les vitres des maisons, sa silhouette difforme me regardait, et dans le moindre silence, elle murmurait encore. Toujours. John Elbrook. Je compris alors la véritable horreur. Ce n'était pas moi qu'elle suivait. C'était mon nom. Et tant que je le porterais, elle saurait où me trouver. Je ne saurais dire combien de jours ont passé depuis cette nuit-là. Peut-être 3, peut-être 10. Le temps s'est dilué, avalé par cette chose qui ne me quitte plus. Chaque battement de cœur me semble un rappel. Je vis encore, mais plus pour longtemps. Je n'ai plus de reflet. Je l'ai remarqué un matin, alors que je me rasais. Le miroir me renvoyait l'image de ma salle de bain, de la lumière blafarde, du carrelage fissuré, mais pas de moi. Et pourtant, je sentais ma main trembler, ma peau frissonner, mon souffle s'accélérer. Je n'étais plus qu'une absence, un nom prononcé dans le vide. À l'école, les enfants ont compris. Ils ne rient plus, ils ne jouent plus. Ils me regardent comme on regarde un condamné. Noah surtout m'évite. Son sourire d'autrefois s'est éteint, remplacé par une gravité d'adulte. Il sait que le cycle touche à sa fin, et moi aussi. Ce matin-là, j'ai trouvé un nouveau mot sur mon bureau, une petite feuille pliée en deux, sans signature. À l'intérieur, ces simples mots. Ne garde pas trop longtemps, ça fait mal. Les lettres étaient tracées à la hâte, presque griffonnées. Mais la différence, cette fois, c'est qu'à la fin, un petit point rouge marquait le papier. Une goutte de sang, peut-être. Je ne voulais pas le croire, mais au fond de moi, je savais ce que cela signifiait. Le jeu m'avait choisi, mais il me laissait un dernier choix, le garder ou le transmettre. Et je savais que plus je tardais, plus elle se nourrissait de moi. Ce jour-là, j'étais à bout. Pendant le cours, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la craie. Les enfants gardaient le silence, attentifs, apeurés. Je sentais leurs regards me traverser comme des aiguilles, et soudain, une nausée violente me prit. Le sol sembla vaciller sous mes pieds. Je m'appuyais contre le bureau pour ne pas tomber. Les murmures commencèrent, d'abord faibles, puis plus nets. « Il va craquer. Il faut qu'il le passe. » Je levai la tête, et là, je la vis, la silhouette.
encore. Au fond de la classe, entre deux rangées. Mais cette fois, elle ne se cachait plus. Elle m'attendait. Les enfants restèrent immobiles, comme s'ils ne voyaient rien, ou plutôt comme s'ils faisaient semblant de ne rien voir. Leur silence était une prière. Je compris. Ils savaient qu'elle était là, et qu'elle venait pour moi. Elle s'avança. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur. L'air devint lourd, presque liquide, la lumière faiblit. J'aurais voulu hurler, mais ma gorge était sèche. Je tombais à genoux, les mains plaquées sur mes oreilles, mais le son ne venait pas d'ailleurs. Il était en moi. John Elbrook, encore, encore, encore. Je ne pouvais plus supporter ce nom, il me brûlait de l'intérieur. Chaque syllabe était un coup de couteau. Alors, dans un élan désespéré, je me tournai vers eux, vers mes élèves. Tous me regardaient, les yeux écarquillés, pétrifiés, et je vis une petite main se lever, une fille frêle, les cheveux attachés, les doigts crispés sur son sac. Elle me fixait sans ciller. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Vous ne pouvez pas le garder, monsieur. Vous allez casser. » Je restai muet. Elle avança d'un pas, puis d'un autre. Ses yeux étaient calmes, d'une lucidité effrayante. « Je vais jouer avec vous, » dit-elle simplement. Je secouai la tête. « Non, non, tu ne comprends pas, c'est moi qui dois... » « Je comprends, » me coupa-t-elle doucement. « C'est comme ça que ça marche, vous le savez. » Je voulais reculer, protester, la supplier, mais mes jambes ne me répondaient plus. Elle se plaça en face de moi, mains jointes, comme une enfant qui prie. Autour, les autres enfants formèrent le cercle, sans un mot, sans sourire. Et le chant commença. Je ne me souviens pas de toutes les paroles, seulement du rythme, lent, saccadé. Et puis, à un moment, elle fit exprès de trébucher sur son propre nom. Sa voix se brisa, et j'ai su. Le poids quitta mon corps d'un coup, la pression dans ma tête disparut. Le silence s'abattit, total. Plus de murmures, plus d'ombre, plus de John Elbrook. J'inspirais. Pour la première fois depuis des semaines, j'inspirais vraiment. L'air était léger. Le monde semblait à nouveau réel. Je la regardais, elle. Elle souriait. Mais ce n'était pas un sourire d'enfant. C'était un sourire fatigué, chargé d'une résignation trop grande pour son âge. Le cercle se referma autour d'elle. Les autres enfants s'approchèrent doucement comme pour l'accompagner. Je vis ses épaules s'affaisser, sa peau pâlir, ses yeux s'assombrir. La chose était maintenant en elle. Je le sentais, et elle le savait. « C'est mieux comme ça, » murmura-t-elle. « Non, non, je ne peux pas te laisser. C'est notre jeu, monsieur, » répondit-elle dans un souffle. « On se protège. C'est tout. » Les enfants se dispersèrent. Je restai seul, effondré, incapable de parler. J'aurais voulu crier, déchirer l'air, tout reprendre, mais je savais qu'il était trop tard. Le jeu devait continuer. Et c'est elle, désormais, qui portait le nom. Les jours ont repris leur cours, comme si rien ne s'était passé. Les cris d'enfants résonnent de nouveau dans la cour. Les ballons volent, les rires éclatent, les surveillants sifflent distraitement. Mais moi, je ne ris plus. Depuis la fenêtre de ma salle de classe, je les observe. Toujours le même groupe, toujours la même ronde. Ils tournent lentement autour d'un camarade, murmurant leur nom dans une mélodie étrange, presque solennelle. La petite fille est au centre. Son visage est pâle, ses yeux fixés au sol. Et tout autour d'elle, les autres murmurent, comme on prie pour les morts.
Je sais exactement ce qu'elle ressent. Ce poids dans la poitrine, ce froid qui s'installe derrière les paupières, ce souffle invisible qui se glisse sous la peau et murmure sans relâche ton propre nom. Elle a pris ma place, et je me déteste de la laisser porter ça. Mais que puis-je faire? Le jeu existe depuis longtemps, bien avant mon arrivée. Ce n'est pas un jeu cruel, non. C'est un rite de survie. Une façon pour ces enfants de ne pas être brisés trop tôt, de se transmettre la douleur avant qu'elle ne les consume. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils le sentent, comme un instinct hérité d'une génération de victimes invisibles. Parfois, le soir, je reste dans la classe vide après la dernière sonnerie. Le soleil décline lentement derrière les vitres poussiéreuses, projetant sur les murs des reflets d'ambre et de sang. Et dans le lointain, j'entends encore ce chant, faible, presque imperceptible, mais je le reconnais entre mille. Le jeu des noms. Je me suis juré de ne plus jamais prononcer le mien, même seul, même dans mes pensées, car je sais que si je le fais, elle reviendra. Cette chose sans visage, ce murmure au souffle glacé, cet être patient qui attend dans les angles morts du monde. Elle ne m'a pas quitté. Elle attend. Elle attend que quelqu'un, un jour, dise mon nom à haute voix. Et alors, le cercle recommencera. Un matin, j'ai surpris Noah à la porte de la classe. Il me regardait en silence, les yeux remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Ni la peur, ni la pitié, quelque chose d'encore plus lourd. Avant de partir, il a murmuré « C'est plus léger maintenant, pour nous tous ». Puis il a souri, et ce sourire, je ne l'oublierai jamais. C'était celui de quelqu'un qui avait compris que certaines horreurs n'ont pas besoin d'être vaincues, seulement partagées. Je ne suis plus le même homme. Mon reflet ne revient toujours pas. Et parfois, la nuit, quand tout est silencieux, je crois entendre un rire d'enfant résonner dans le couloir de l'école. Un rire bref, étouffé, suivi d'un chuchotement « John Elbrook ». Alors je ferme les yeux et je prie pour qu'aucun d'eux ne retienne trop longtemps le fardeau, pour qu'ils continuent à jouer, encore et encore, à passer le nom, à maintenir le cercle en mouvement. Parce que le jour où le jeu s'arrêtera, le monde entier apprendra ce que signifie vraiment dire son nom. Alors, si vous entendez un enfant prononcer votre prénom d'une voix douce, ne répondez pas, ne regardez pas, ne jouez pas, car il se pourrait bien que ce ne soit pas un jeu. Et vous, auriez-vous eu le courage de dire votre nom? Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube Nuit d'horreur. Chaque semaine, de nouvelles histoires vraies, des légendes urbaines et des récits maudits comme celui-ci vous attendent. Mais attention, certains noms, une fois entendus, ne s'oublient jamais.